Bienvenue dans le débat sur France 24 consacré à Donald Trump face à la Cour suprême à 9 mois de l'élection présidentielle. Les 9 juges sont réunis pour statuer sur l'inéligibilité de l'ancien président. La Cour suprême avait été saisie par Trump contre les décisions de justice de 2 États, le Colorado et le Maine, qui affirment que l'ancien président ne peut pas participer aux primaires républicaines en raison de son rôle dans l'insurrection du 6 janvier. La première étape de la décision de la Cour suprême a lieu en ce moment, depuis cet après-midi, avec ce qu'on appelle un échange d'arguments dans cette affaire Colorado et Maine. Les réactions de Trump, on les attend. Il est en tout cas présent en Floride, l'ancien président. La Cour suprême devra également statuer dans quelques jours, cette fois, sur l'immunité de Donald Trump, alors qu'il y a 2 jours, la Cour d'appel fédérale du district de Columbia a rejeté la demande d'immunité complète demandée par les avocats de l'ancien président. Alors on va revenir bien sûr sur l'impact d'une telle décision de la Cour suprême. Quel impact justement sur la présidentielle? Comment finalement les 9 juges, les 9 sages pourraient-ils barrer la route à une candidature de Trump? Comment les affaires judiciaires de l'ancien président pèsent-elles sur la campagne et dans le duel Trump-Biden? Voilà les questions que nous allons poser à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir Hélène Kuntz à mes côtés. Bonsoir. Bonsoir. Professeure à l'INSEC Paris, et vous êtes autrice de Portrait de VIP, l'incroyable histoire de Kamala Harris. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. En face de vous, Bruno Darou. Bonsoir Bruno. Bonsoir Stéphanie. Chroniqueur international à France 24. Bienvenue dans le débat. Nous avons en direct de New York John Rick MacArthur. Bonsoir John Rick, directeur du Harper's Magazine. Bonsoir. Et voilà la une du Harper, Israël. Ravi d'être parmi vous. Eh bien, on est ravis de vous avoir. Mathieu Babin est avec nous en direct de Washington, notre correspondant à Washington. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Stéphanie, bonsoir à tous. Alors avant de démarrer ce débat, je vous propose juste de faire un petit point en images justement de cette saga judiciaire qui arrive jusqu'à la Cour suprême, ce qui paraît peu croyable, avec Mark Pope. Devant la Cour suprême à Washington, ils sont déjà plusieurs curieux à faire la queue. Ce sera une décision historique et je veux être dans la pièce où cela se produira. C'est fascinant parce que cela place idéologiquement les juges dans des positions étranges dans lesquelles ils ne se trouvent pas normalement. Et puis y ajouter la politique rend le tout beaucoup plus intéressant. La plus haute cour de justice du pays a été saisie par l'ancien président après la décision du Colorado de l'exclure du scrutin. La justice de cet État considère que les actes de Donald Trump le jour de l'insurrection du Capitole le 6 janvier 2021 relevaient du 14e amendement. Ce dernier stipule que quiconque, après avoir prêté serment de défendre la Constitution, se serait livré à des actes de rébellion serait exclu de toute responsabilité publique. La bataille juridique entre les 2 camps s'annonce longue et pointilleuse. Le caractère inédit de l'affaire rend difficile tout pronostic. Une chose est sûre, la Cour suprême tâchera de statuer avant le début de l'élection présidentielle. Voter en touche serait une mauvaise idée. D'abord, des millions d'électeurs pourraient voter pour Trump alors qu'il s'avérerait ne pas être éligible. Et deuxièmement, ce serait le chaos si le pays ne savait pas, pendant toute l'élection, si Trump est éligible ou non. Cela serait une recette pour de véritables troubles sociétaux, peut-être même de la violence. Tous les spécialistes s'accordent sur le fait que la Cour suprême à majorité conservatrice tâchera d'éviter de paraître favoriser un camp par rapport à un autre. La plus haute autorité judiciaire du pays est encore échaudée par les retombées de sa décision en 2000 de donner la victoire au républicain George W. Bush sur le démocrate Al Gore. Mathieu, on démarre par vous parce que vous êtes sur place justement à Washington. Il y a plus de 50 journalistes qui sont présents pour cette séance. Ça passionne manifestement. Oui, il y a clairement une ambiance de jour de nomination devant la Cour suprême des États-Unis. Au moment où nous parlons, bien sûr, toute la presse américaine est là, vous l'avez dit, et la séance est d'ailleurs retransmise en direct uniquement par bande-son sur plusieurs chaînes d'information continue américaines. Donc effectivement, vous avez raison, ça passionne. Mais il s'agit d'une audience publique et il n'y a donc pas que des journalistes. Et disons-le clairement, les questions qui vont être soulevées et qui le sont depuis plusieurs heures par la Cour suprême des États-Unis intéressent directement les électeurs américains qui sont là autour de la Cour. En décembre, quand la Cour suprême du Colorado, cette fois, avait jeté le pavé dans la mare, c'est vraiment l'expression qui convient, en considérant que Donald Trump devait être disqualifié de la compétition pour la présidentielle de 2024, il faut bien reconnaître que cet État, qui habituellement ne constitue pas un enjeu
enjeu majeur dans la présidentielle, c'est le moins qu'on puisse dire, avait pris un peu tout le monde de court, il faut le reconnaître, et surtout déclenché un mouvement du même ordre dans beaucoup d'autres États. Le Maine a suivi, on va en parler, et au moment où nous parlons, une vingtaine de procédures sont prêtes à être présentées aux juridictions locales. Et donc, pour répondre directement à votre question, oui, l'Amérique a les yeux braqués sur la Cour suprême ce jeudi, et cela durera jusqu'à ce que les juges aient livré leurs conclusions. Hélène Koun, une décision juridique, hein, mais une décision bien sûr politique aussi. C'est un peu tout le problème. Compliqué quand même de statuer pour les sages. Il se penche en particulier sur la section 3 du 14e amendement de la Constitution, ce qui dit en fait qu'aucune personne qui a participé à une insurrection ou porté assistance à des insurgés ne peut exercer une fonction civile ou militaire. C'est ça en fait la fameuse section qui est discutée en ce moment par les sages. Tout à fait. Donc de ce point de vue, ça doit être une question parfaitement binaire et facile à répondre, oui ou non. Sauf que ça se conjugue avec un timing qui est trop proche des élections pour que, quelle que soit la décision, que ça soit confortable pour l'électorat. Il n'y a pas de sérénité là. Ah non, du tout. En revanche, cet article 14, pour justement ce 14e amendement, Bruno, ça reste quand même le fondement juridique. Et manifestement, il s'interroge sur le terme insurrection. C'est ça, est-ce qu'il s'agissait d'une insurrection ou pas? Et puis aussi sur le terme, est-ce qu'à partir du moment où on parle de quelqu'un qui est élu, est-ce qu'il correspond justement à ces personnes, ces fonctions civiles ou militaires? Oui, voilà, ce sont les délices des arguties juridiques aux États-Unis, parce que bon, le 14e amendement, il est pas complètement clair, d'une part. Historiquement, il est très chargé parce qu'il a été rédigé après la guerre de sécession. C'était en fait pour bien être sûr que ce qu'on appelle les officiers publics qui étaient issus des États de l'ancienne Confédération sudiste, eh bien n'appellent pas justement à la rébellion contre la Constitution. C'était pour faire en sorte qu'ils rentrent dans le rang et n'en sortent pas et respectent la Constitution américaine. Et cet amendement, il est resté en l'état. Or, vu ce qui s'est passé le 6 janvier 2021, il a été ressorti puisque les détracteurs de Donald Trump disent que ce jour-là, le président américain a clairement appelé ses partisans à faire acte de rébellion, à faire acte d'insurrection contre le Capitole, qui est quand même un des bâtiments les plus sacrés forcément des institutions américaine. Et tout le débat, effectivement, porte là-dessus parce que les avocats de Donald Trump disent que oui, mais cet amendement, là, on rentre un peu dans le détail, mais concernait les officiers publics, donc ne concernait pas un président élu, que donc ça ne peut pas s'appliquer à Donald Trump, d'une part, et que d'autre part, la qualification d'insurrection n'est absolument pas établie. Pour eux, ce jour-là, Donald Trump n'a pas appelé, n'a pas incité ses partisans à faire acte de rébellion contre la Constitution américaine, ce qui est évidemment hautement débattable, mais on voit bien toute la difficulté pour la Cour suprême. Il devrait se prononcer sur le fond, et là, à ce moment-là, ce serait effectivement assez simple. Il y a de fortes chances qu'ils vont se prononcer sur la forme, c'est-à-dire est-ce que le nom de Donald Trump peut ou non figurer sur les bulletins de vote dans l'État du Colorado, et donc ça aura un impact sur tous les autres États, Mathieu le rappelait, qui attendent un peu cette décision pour aller plus loin ou pour s'arrêter là. Donc, il y aura sans doute une décision qui portera plus sur la forme que sur le fond, parce qu'ils ne veulent pas être accusés de prendre une décision politique. C'est toute la problématique, justement, puisque la Cour suprême n'est pas censée être une juridiction politique, même si on dit beaucoup qu'elle est conservatrice, à majorité conservatrice depuis que Donald Trump a nommé 3 juges conservateurs, c'est bien ça. Hélène, on va écouter, je vais vous faire rebondir également, John Rick, on va écouter Jonathan Mitchell, justement, l'avocat qui représente Donald Trump et qui, effectivement, a des arguments. La décision de la Cour suprême du Colorado est erronée et devrait être annulée pour de nombreuses raisons. La première raison, c'est que le président Trump n'est pas couvert par la section 3 parce que le président n'est pas un fonctionnaire des États-Unis, comme ce terme est utilisé dans la Constitution. Le terme fonctionnaire des États-Unis désigne uniquement les fonctionnaires nommés et n'englobe pas les personnes élues, telles que le président ou les membres du Congrès. John Rick, on voit bien l'argument juridique là, des défenseurs de Donald Trump. Quelle est la probabilité, finalement, qu'il soit déclaré inéligible, à votre avis ? Est-ce que vous m'entendez, John Rick ? Non, je crois que vous ne m'avez pas entendu. Vous me posez la question. Oui, je vous posais la question. Pardon, excusez-moi. Pour vous faire intervenir. Vous n'êtes pas encore intervenu. Moi,
Pardon, je pense que parce que c'est très bien que monsieur a expliqué qu'il y avait juridiquement des détails très importants. Ce n'est pas simplement quiconque a prêté serment. Et c'est des gens qui ont servi en tant que, etc., officiers du gouvernement, etc. Et le président n'est pas, selon les avocats de Trump, un officier du gouvernement américain. En tout cas, c'est clair que c'est une politique, je veux dire, une politique juridique, une juridique politisée par l'État de Colorado et le Maine. Et ce qui est très gênant là-dedans, c'est que le grand cas précédent dont on devrait parler un peu plus tard, si vous voulez, c'est le cas de Eugene Debs, candidat socialiste en 1920 à la présidence, qui était en prison. Il était condamné pour la sédition. C'est un peu comparable avec Trump parce que Trump est accusé au fond de trahison. Et c'est pareil avec Debs. Mais Debs avait critiqué la politique d'intervention dans la Grande Guerre par Woodrow Wilson. Il a appelé aux jeunes hommes de résister à leur service militaire obligatoire, etc. A été condamné à 10 ans de prison pour sédition. Il a brigué la présidence depuis la prison. Alors, de dire que Trump n'a pas le droit de se présenter parce qu'il a soi-disant mené une insurrection contre les États-Unis, c'est à peu près absurde. Si on pense au précédent, il n'y a pas eu une seule procédure entamée contre le droit de Debs de se présenter sur quel que soit comme bulletin de vote dans les 48 États à l'époque. Alors, je trouve ça un peu bizarre. Et je pense que la Cour suprême va finir, j'espère, en disant la bonne chose, qui serait, en fin de compte, le peuple est souverain aux États-Unis. Ce n'est pas le gouvernement, ce ne sont pas les États, c'est le peuple américain qui est souverain. Et c'est à eux de décider si Donald Trump devrait être président des États-Unis. Oui, alors c'est tout le débat là, que vous lancez carrément, John Rick MacArthur, et je vois bien qu'Hélène Kuhn n'est pas du tout d'accord avec vous, parce que, effectivement, oui, réagissez peut-être à ce que vient de dire John Rick. Alors, la question, c'est pas est-ce que on peut ou pas voter pour un candidat qu'on aime bien. Il faut d'abord que ce candidat soit éligible. Il y a plein de gens pour lesquels j'aimerais bien voter, mais ils n'ont pas encore 35 ans. Il y a plein de gens pour qui j'aimerais bien voter, mais ils n'ont pas la citoyenneté américaine, vous voyez? Donc, on est vraiment sur la question de l'éligibilité. Non pas, oui, bien sûr, le peuple américain, il faut qu'on vote, et de manière très solennelle sur le futur président, mais on ne peut pas laisser candidater quelqu'un qui est potentiellement inéligible, aussi populaire soit-il. C'est-à-dire, vous dites c'est une question constitutionnelle. Ah ben, clairement constitutionnelle. Tandis que, finalement, John Rick dit, non, c'est une question, en fait, qui relève du peuple, et pas des juges. Mais là aussi, c'est le peuple. Ouais. Et le peuple attend. La question, c'est est-ce qu'en gros, il a toutes les qualités pour être éligible? Oui. Il y a des qualités, comme vous l'avez dit, qui sont évidentes. Voilà, la nationalité, l'âge, etc. Donc ça, c'est clairement établi. Là, ce qui est plus compliqué dans ce cas-là, c'est que c'est beaucoup moins clairement établi. Parce qu'effectivement, s'il a fait acte de sédition contre la Constitution, on peut comprendre qu'il perd la qualité pour être éligible. Mais c'est justement tout ce qui est contesté par les avocats de Donald Trump. Et puis, disant non, il n'a pas entaché cette qualité, en fait. Il n'y a pas de preuve, enfin pour les avocats de Trump, il n'y a pas de preuve comme quoi il a entaché cette qualité. John Rick, je vous fais réagir. Je fais réagir Mathieu Mabin un mot. Faut... Allez-y, John Rick, rapidement. Simplement, je voulais ajouter que moi, je ne suis pas convaincu que c'était une insurrection. Et il y a beaucoup de gens anti-Trump qui sont d'accord avec moi. Je dis sans arrêt, c'était pas un coup d'État raté, c'était une émeute. C'était une émeute réussie. Et si vous regardez les gens qui traversaient les couloirs du Capitole le jour de l'insurrection, entre guillemets, on voit bien que ce n'était pas du tout organisé. C'est pas une insurrection à le Hitler Munich
24. C'est absurde, les comparaisons. Enfin, il y a quand même... Je veux dire simplement que c'est pas prouvé, c'est simplement pas prouvé, c'est pas évident que c'était une insurrection. Alors la Cour suprême encore va pouvoir dire ah ben là c'est pas prouvé, il n'est pas condamné. Oui, mais quand Donald Trump disait, je crois que ses paroles, c'était Go to the Capitol and fight for hell. Yeah. C'est quand même un encouragement très très net à ces personnes à aller s'en prendre. Et c'était le comptage des voix quand même aussi. Hein. Oui. C'est un encouragement, c'est une incitation à la violence. À une émeute, finalement, mais pas une insurrection contre le gouvernement, contre la Constitution. On voit bien, Mathieu... C'est un proteste qui est tourné très violent. Mathieu Mabin, il aurait dû être inculpé pour... Oui, excusez-moi. Allez-y. Je vous redonne la parole. Hein. Je voulais juste faire participer également Mathieu Mabin. Donc on voit bien, en tout cas, en vous écoutant, que c'est le terme d'insurrection qui évidemment ressort, en plus de celui d'être un élu ou pas, ça, par rapport à un fonctionnaire. Il y a cette histoire d'insurrection, puisque qu'est-ce que c'est que ce coup? Est-ce que ce qui s'est passé le 6 janvier est une insurrection ou pas? C'est vraiment ça aussi le débat, Mathieu Mabin, qui se passe en ce moment-là à la Cour suprême. J'ai envie de vous dire, Stéphanie, que votre plateau ressemble à l'Amérique au moment où nous parlons. C'est exactement les deux perceptions qui s'affrontent. Alors moi, je vais me positionner en journaliste français, observateur, qui tenterait de prendre le maximum de hauteur possible. Et puis me souvenir surtout que j'étais au Capitole ce fameux 6 janvier, dans les couloirs avec ces manifestants. Et donc je dirais que oui, effectivement, c'est une émeute qui a réussi. C'est ce que j'ai vu, en tout cas. C'est une émeute qui a bien réussi jusqu'à humilier la police du Capitole. Maintenant, ce dont je me souviens également, et ce sur quoi je me base pour vous informer, c'est que la justice américaine n'a pas encore qualifié ce qui s'est passé ce fameux 6 janvier. Et c'est d'ailleurs tout le problème. C'est ce contre quoi lutte Donald Trump. Il ne faut pas, selon lui, que la justice qualifie ce qui s'est passé ce 6 janvier et définisse son rôle à proprement parler. Et c'est en cela que le travail de la Cour suprême des États-Unis est infiniment complexe aujourd'hui. La Cour suprême déteste faire de la politique. On rappelle chaque fois qu'on en a l'occasion que c'est une Cour suprême à majorité républicaine et conservatrice. Elle déteste ça en réalité. Les juges de la Cour suprême, les 9, et le juge Roberts le rappelle chaque fois qu'il en a la possibilité, sont des juristes qui ont comme religion la Constitution des États-Unis et qui se tiendront jusqu'à leur mort, puisqu'ils sont élus à vie, au texte sacré qui est la Constitution des États-Unis. C'est ce à quoi on assiste aujourd'hui, ou en tout cas c'est le message que les juges de la Cour suprême martèlent autant qu'ils peuvent aux journalistes, aux observateurs et surtout aux politiques qui voudraient hypothétiquement instrumentaliser cette Cour suprême et la justice américaine en général. Ça, c'est un peu le risque, Hélène Kuntz. Et en même temps, lorsqu'on sait que l'arrêt Roe & Wade, l'arrêt Roe versus Wade sur le droit à l'avortement a été donc, rejeté, enfin en tout cas n'est plus applicable. Et ça, c'était cette Cour suprême, puisque c'était une décision il y a 2 ans, une décision très politique finalement. Mais ils ont dit, ces 9 juges, en levant justement ce Roe Wade, que c'était juridique. Et justement, il parle d'une interprétation de la Constitution littérale, c'est ça le terme, et très conservatrice. Est-ce que finalement, cette interprétation littérale du texte de la Constitution ne pencherait pas pour une inéligibilité de Trump? Ça penche parfaitement pour une inéligibilité de Trump. Est-ce qu'ils peuvent l'assumer ou est-ce qu'ils vont esquiver? J'entends tout à fait que la question est là. Mais effectivement, on appelle les originalistes. Donc, il tient à vraiment le texte dans son forme le plus vraiment comme c'était écrit par nos pères fondateurs, et ils ont à cœur de respecter ça le plus que possible. Les originalistes, oui, c'est originalistes, ça le terme en français. Mais pardonnez-moi, je vais quand même rappeler que les plaignants dans ce cas, au Colorado, sont aussi une association des conservateurs. Donc, quelque part, on est dans du hard MAGA contre le soft MAGA. Enfin, en tout cas, on est... MAGA, Make America Great Again, donc supporter de Trump. Donc, c'est un peu le camp républicain qui se dévore tout seul, là. Il n'y a pas d'instance, il n'y a pas du wokisme, il n'y a pas des démocrates. Enfin, en tout cas, c'est une action qui est menée par des conservateurs contre un candidat qui se veut conservateur, et puis par des justices qui sont pour la plupart majoritairement des conservateurs. Donc il n'y a pas que les démocrates, vous dites. Allez-y, John Rick.
Sauf que... Mais corrigez-moi si j'ai tort, mais c'est une démocrate au Colorado, la garde des Sceaux, je ne sais pas comment traduire en français, qui a jugé Trump inéligible, n'est-ce pas? Elle était démocrate. Non, mais c'est la Cour suprême. Au Colorado. Non, c'est les juges de Cour suprême. Je pense que vous parlez là c'était dans le Maine. C'était l'Attorney General dans le Maine qui a mené le cas de Maine, mais le cas de Maine n'est pas devant la Cour suprême là. Mathieu, c'est vous qui parlez là. Parce que... La décision dans le Maine. La décision prise dans le Maine et dans le Colorado ont été entamées par des démocrates, n'est-ce pas? Non. Mathieu, vous vouliez répondre? Je dirais que, en fait, cette question prend exactement la direction qu'elle ne doit pas prendre. Et je crois que si vous posiez la question à la Cour suprême du Colorado comme à la Cour suprême du Maine, ces deux cours suprêmes et de surcroît la Cour suprême des États-Unis vous dirait le droit, rien que le droit, et peu importe le plaignant. Bien entendu que l'impulsion qui a été donnée dans le Colorado et dans le Maine est une impulsion qui vise très probablement, on le soupçonne sans être autorisé à le formuler, puisque ce ne sont pas ce que nous disent les textes. Bien entendu, ces impulsions ont très probablement été impulsées par les opposants politiques à Donald Trump, avec un effet, et je crois qu'il faut insister sur cette question principalement, avec un effet qui peut être dévastateur, c'est tout simplement faire perdre confiance en la justice américaine, cette rupture de confiance qui est en cours entre la population américaine et la justice américaine. En tout cas, c'est très net dans le camp républicain. Quand on interroge les électeurs républicains, qu'ils soient MAGA ou qu'ils soient même des républicains modérés, des centristes, il y a une réelle rupture de confiance et un véritable effroi quant à l'utilisation de la justice à des fins politiques. Il le dénonce à l'excès, c'est la rhétorique de Donald Trump, on le sait depuis toujours en réalité. Depuis 2016, Donald Trump affirme qu'il y a un complot démocrate contre lui qui utilise la justice pour le faire tomber. Cela a des effets sur les consciences américaines, sur les consciences républicaines, mais pas seulement, et c'est précisément ce qu'il faut éviter. Et c'est le travail que mènent en ce moment ces 9 juges de la Cour suprême des États-Unis, qui vont très probablement botter en touche pour cette raison. Il est impossible d'anticiper la décision des juges, mais il y a quand même une forte probabilité pour qu'ils trouvent ici ou là un vice de procédure qui dira, sans le formuler, qu'ils ne sont en réalité pas compétents pour désigner ou non un candidat à l'élection présidentielle, en tout cas qu'ils ne le souhaitent pas. Hélène Kuntz. OK, donc admettons qu'ils bottent en touche et ça renvoie aux États. Donc, on va avoir 50 États. Chaque État va décider l'éligibilité ou pas d'un candidat. Alors là, ça va devenir compliqué pour l'élection présidentielle. Si effectivement chaque État, si certains États déclarent par exemple Donald Trump inéligible et d'autres non. Là, on va se retrouver. Ça va être comme Roe v. Wade, donc ça va être comme l'avortement. Chaque État décide. Mais par contre, si la Cour suprême demande aux autorités du Colorado de maintenir le bulletin de vote de Donald Trump sans se prononcer sur ce qui s'est passé sur le fond, sur ce qui s'est passé le 6 janvier 2021, parce qu'il faudra quand même bien, même s'ils bottent en touche, je pense qu'ils devront quand même dire, concernant ce qui se passe dans le Colorado, vous maintenez les bulletins ou vous maintenez pas les bulletins. Enfin non, là c'est plutôt une question que je pose, mais s'ils demandent de maintenir le bulletin, de fait, ils rendent quand même Donald Trump éligible. Non, Mathieu. C'est donc une question totalement politique. Non, ce n'est pas la Cour suprême qui va rentrer dans ce niveau de détail. La Cour suprême va simplement statuer sur la validité ou non de la décision de la Cour suprême du Colorado. Et elle va justifier la validation ou la non-validation par des points de droit constitutionnel. Je ne suis pas devin, je ne peux pas vous dire maintenant, au moment où nous parlons, quelle formule va être empruntée par les 9 juges de la Cour suprême et qui sera formulée par le juge Roberts, mais je parie qu'ils trouveront un point de droit qui invalidera la décision de la Cour suprême du Colorado et donc
par ricochet celle du Maine et par ricochet et par jurisprudence en réalité l'ensemble des initiatives qui pourront être menées à l'avenir et qui donc ne pourront plus l'être puisqu'il y aura désormais jurisprudence. Il ne peut pas y avoir d'invalidation du scrutin. Oui. Ça, c'est une certitude. Mais malgré, une fois, le dialogue est en cours à la Cour suprême des États-Unis. Les 9 juges sont absolument cramponnés au droit constitutionnel et à ce 14e amendement alinéa 3 qui a des fragilités. Et notamment dans la désignation de la personne et du profil de la personne qu'il vise. Est-il un fonctionnaire? A-t-il exercé comme président? Ces questions sont en ce moment débattues par les juges de la Cour suprême. John Rick. Non, c'est juste, je veux revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, que c'est précisément là où c'est le petit créneau à travers la Cour suprême pour sortir de ce terrible dilemme politique. C'est que simplement de constater que Trump n'était pas officier, fonctionnaire, etc., du gouvernement américain. Et alors, on ne peut pas le condamner. Il n'est pas éligible dans ce contexte. Donc, mais je pense qu'ils vont aller un peu plus loin. Parce que les 3 conservateurs sont des évangéliques de la droite. Surtout, j'ai peur Amy Coney Barrett. Et je pense qu'ils vont aller un peu plus loin et parler un peu de la souveraineté populaire. J'espère, du moins. Vous espérez. Mais alors, c'est intéressant parce que... On revient encore, juste pour en finir, parce que je n'ai pas vraiment parlé. Cette partie du 14e amendement n'a presque jamais été utilisée pour empêcher qui que ce soit de se présenter aux urnes. Je veux dire, sur un bulletin de vote, il y a 2... J'ai parlé avec des profs avant que j'arrive en studio. Et il y a 2 cas. Il y a le pauvre, probablement un communiste, Victor Berger en 1919, et un certain John D. Young, probablement un ancien fonctionnaire des États confédérés. Je ne sais pas. Mais on est très loin de Trump, là. Dans l'histoire américaine, mais si je peux ajouter encore, il y a un autre réseau de paranoïa qui joue là-dedans. Et c'est que ça court les rues, c'est sur toutes les pages éditoriales, que Trump, c'est un dictateur en attente. Et il prépare un coup d'État. Dès qu'il est élu, il va mener un coup d'État. Alors, tout est justifié, même si ce n'est pas juste. Ah, ça, c'est ce que vous dites. Pour barrer la route. Hélène Kuntz, une réaction justement à ce que vient de dire, John Rick MacArthur. La Cour suprême, elle a quand même un rôle important de garante des institutions américaines. Et là, on est en train de dire, elle va botter en touche, c'est trop politique. Enfin, elle va utiliser la Constitution, elle va laisser Donald Trump finalement se présenter parce que, comme dit John Rick, c'est la souveraineté populaire. Mais là, on a la souveraineté populaire et on a les juges. Donc, ce sont finalement 2 légitimités qui devraient être ensemble. Il y a aussi la légitimité des élections. On ne peut pas laisser courir quelqu'un parce qu'il est extrêmement populaire. Et Jean-Rick, il cite des cas des personnes peu connues qui n'ont jamais été présidents d'ailleurs. C'est une question de est-ce qu'ils ont le droit de faire campagne ou pas. Là, on est aussi sur un problème, c'est est-ce qu'ils ont le droit d'être investis dans le poste et être assermentés dans le poste. Donc, c'est vraiment très anecdotal, ces cas où quelqu'un était dans une petite prison locale, ils ont quand même fait campagne. Là, on est quand même sur autre chose, là. Et il y a le cours de l'opinion publique et puis il y a le cours avec des vrais juges. Oui, moi je trouve qu'on reste quand même dans un juridisme absolu, qui encore une fois est un des charmes de la vie politique américaine. Mais imaginez ces 2 minutes dans un autre pays, un président qui cherche à se représenter, qui perd et qui demande à ses partisans de se rendre vers l'institution qui est chargée de valider le résultat de l'élection.
Et quelques années après, d'abord, effectivement, c'est toujours pas qualifié si c'était ce qui s'est passé ce jour-là était inconstitutionnel ou pas. Enfin, c'est vrai que ailleurs qu'aux États-Unis, ça paraît un peu surréaliste, tellement les éléments paraissent assez évidents. Oui. Parce que ce jour-là, il a demandé à ses partisans d'aller sur le Capitole pour faire invalider quand même le résultat de l'élection. On n'en a pas parlé, ça, mais enfin, la finalité, c'était pour contester la légitimité du résultat de l'élection présidentielle à laquelle lui-même concourait. Je pense que quand on en parle aux téléspectateurs, ils doivent se dire, bah oui, c'est assez clair quand même. Oui. Normalement, le type, il ne devrait pas avoir le droit de se présenter. Bon, alors nous sommes aux États-Unis, il y a la Cour suprême, etc. Mais c'est vrai que ça paraît un peu... on rentre dans les détails du 14e amendement, parce que là, il s'agit de la Cour suprême. Il y a toutes les autres affaires judiciaires. Parce qu'en fait, là, on parle de. Ce qui est dingue, c'est que ce qui s'est passé le 6 janvier n'est pas encore été qualifié. Ça, vu de l'extérieur, ça paraît quand même assez incroyable. Et c'est terrible quand même parce que dans d'autres pays, on y arrive quand même. Au Brésil, ils ont su trancher et faire rendre quelqu'un inéligible. Donc ça peut se faire dans d'autres pays, d'autres grands pays, d'autres même grandes démocraties. Et là, vous entendez, ça n'est pas... Oui, vous êtes déçus. Un mot... John Rick, vous vouliez participer. Après, je vais avancer un petit peu, parler un peu de la primaire. Encore une petite question juridique, l'autre créneau pour la Cour suprême, c'est le premier amendement. Oui. D'ailleurs, c'est ce que Trump va dire dans le procès qui n'a pas encore commencé, qu'il croyait que l'élection était volée, qu'il y a eu de la fraude massive. Alors, il disait ce qu'il croyait être la vérité. Et ça, c'est tout à fait protégé par le premier amendement. Oui. Alors, c'est très important. La liberté d'expression. On ne peut pas simplement dire... La liberté d'expression. Et on ne peut pas simplement le balayer et dire ouais, non, il y a des procédures, il faut suivre les procédures. Non. Il y a de grands principes en jeu là. Oui, mais la liberté d'expression quand on raconte n'importe quoi, parce que finalement, tout ce qu'il a dit, toutes les accusations qu'il a portées contre l'élection, rien n'a jamais été prouvé. Donc en fait, la liberté... Ça a été prouvé comme étant faux. Ça a été prouvé comme étant faux. Je ne suis pas en désaccord. Il n'est pas en désaccord. Je ne suis pas en désaccord avec vous. On va avancer un tout petit peu, voir justement un petit peu où en est cette... puisqu'on voit bien que ça ne sera pas tranché. On a bien compris, je crois, l'enjeu. 91 chefs d'inculpation dans 4 affaires, Donald Trump. Donc on sait que il y a la Cour suprême. Après, il y a tout ce qui concerne aussi l'immunité. Et puis, donc de nombreuses encore des procès qui pourraient avoir lieu ou pas. C'est encore toute la question avant ce fameux mois de novembre. Nikki Haley, en tout cas, donc, qui est toujours dans la course à la primaire républicaine, même si Donald Trump reste le favori et qu'il refuse en fait de participer à ces primaires. Nikki Haley était hier à Los Angeles, sa rivale qui en fait continue, alors qu'elle elle n'a pas vraiment profité justement de la toute dernière primaire dans le Nevada. Elle a été même exclue du scrutin, mais elle veut rester en tout cas jusqu'au Super Tuesday qui a lieu le 5 mars. Et on va écouter ce qu'elle disait le 4 février en Caroline du Sud pour comprendre en fait cet impact des affaires judiciaires quand même dans la campagne, y compris côté républicain. J'ai voté 2 fois pour Donald Trump. J'étais fière de servir l'Amérique dans son administration. Mais le chaos le suit. Vous le connaissez tous, n'est-ce pas? Le chaos le suit. Et nous ne pouvons pas être un pays en désarroi, un monde en feu et traverser 4 années supplémentaires de chaos. Nous n'y survivrons pas. Mathieu, voilà, c'est le chaos qu'elle met en avant. Alors Nikki Haley, évidemment, a aucune chance face à Donald Trump, mais c'est intéressant parce qu'il y a quand même certains conservateurs qui le pensent, cela. Alors, je crois qu'il faut être prudent sur l'avenir de Nikki Haley. En tout cas, il faut rester prudent jusqu'au scrutin de Caroline du Sud, qui, en cas de victoire écrasante de Nikki Haley, elle a quelques atouts quand même. C'est son état d'origine, elle y est connue. Alors, elle devra affronter le Super Tuesday. Mais je ne vendrai pas la peau de l'ours. Effectivement, Donald Trump apparaît aujourd'hui comme le grand favori du camp républicain. Mais concrètement, ce que nous dit Nikki Haley
en substance, tout en pesant ses mots, pour ne pas insulter l'avenir, c'est que les affaires pèsent effectivement lourd sur la campagne. Et je dirais autant dans le camp républicain que dans le camp démocrate. Et je dirais aussi pas toujours de manière rationnelle. On entend dire, par exemple, que Donald Trump ne pourra pas concourir puisqu'il sera bientôt ruiné par les procédures dont il fait l'objet dans l'État de New York, ce qui n'est pas vraiment réaliste puisque, bien entendu, Donald Trump ne finance pas sa campagne sur sa fortune personnelle. Mais du côté républicain, bien entendu, ce qui domine, c'est le discours victimaire, encore une fois, ce discours victimaire éculé, et je dirais aussi éculé qu'efficace. Et c'est en cela que la procédure d'aujourd'hui est intéressante. En tout cas, sur les consciences républicaines. Donald Trump est définitivement parvenu à convaincre l'écrasante majorité des électeurs républicains qu'il est la cible d'un complot orchestré par Joe Biden lui-même et qui réduit la justice à un appareil partisan dont la mission serait de le tuer politiquement. Alors, ce n'est pas nouveau, évidemment, on l'a dit tout à l'heure, mais d'affaire en affaire, de comparution en comparution, et jusqu'à la Cour suprême des États-Unis, cela finit indéniablement par abîmer la perception que au moins la moitié de ce pays a de son appareil judiciaire. Et pour l'autre moitié, eh bien, c'est un constat d'impuissance. Et puis évidemment, cela laisse libre cours à toutes les théories du complot, bien entendu. On a commencé à en parler, qui, comme vous le savez, influencent le vote de manière significative ici aux États-Unis. Hélène Kuhn, c'est notamment ce vote pro-Trump. Oui, mais quel côté a libre cours dans la justice? C'est-à-dire, on n'arrive pas à faire justice dans les délais. Souvent, on est sur l'idée que la justice doit être rendue dans des délais raisonnables. Et les équipes d'avocats de Trump ont quand même réussi à pousser jusqu'à on est dans le veille des élections et toutes plein de décisions ne sont pas prises là. Donc, quand vous dites... Et ça, comment on l'explique? C'est simplement parce que c'est un avocat contre un autre avocat? Enfin, c'est ça l'Amérique. Oui. À force de judiciariser à peu près tout, tout est reporté. Il y a un petit peu de ça. Et puis le problème, c'est que j'entends tout à fait l'idée que si les juges décident quelque chose, il ne reste qu'une seule autre candidate de côté républicain. Donc, il n'y aura plus aucun choix réellement pour des républicains dans leur primaire. Donc, c'est assez terrible si Mme Haley y arrive de cette manière-là. Elle pourrait être en fait nommée par défaut si jamais effectivement Donald Trump avait été pris... Oui, il y avait 5 ou 6 candidats et il n'y a plus qu'elle face à Trump. Un mot, Jean-Ric? Je voulais commenter la politique, la stratégie de Nikki Haley, qui est, si vous ne le savez pas déjà, soutenue, appuyée par la classe milliardaire de l'Amérique. Alors, bien sûr, les populistes Trump voient en Haley je ne sais pas, une représentante du capital, de la capitale, je veux dire de l'argent, de Wall Street, etc. Mais ce qui est intéressant chez Haley, c'est qu'elle est hypocrite sur la question de désordre et etc. Parce qu'elle n'arrête pas d'accuser les démocrates d'être saisis, emprisonnés par la gauche radicale, qui est une absurdité extraordinaire, alors qu'on sait bien que Biden n'est pas un radical de gauche. Il a détruit Bernie Sanders, plutôt, qui était le vrai gauchiste. Alors, elle est un peu farfelue dans ses tactiques. D'un côté, accuser Trump d'être un fou furieux et les démocrates d'être des communistes, c'est un peu l'absurdité. Oui. On va regarder une petite vidéo de Joe Biden. On va regarder une petite vidéo de Joe Biden qui est beaucoup passée sur les réseaux sociaux où il a confondu en fait deux présidents. On l'écoute. Right after I was elected, I went to what they call a G7 meeting, all the NATO leaders. I was in the south of England. And I sat down and I said, America's back. And Mitterrand from France looked at me and said, you know, how long are you back for? Là, il a confondu François Mitterrand et Emmanuel Macron, c'est ça? Oui, là, il a confondu. Okay. En fait, il faisait allusion au sommet du G7 qui s'était tenu dans les Cornouailles, dans le sud de l'Angleterre, où j'étais d'ailleurs. Et il a confondu effectivement François Mitterrand et Emmanuel Macron. Et là, plus récemment, lors d'une soirée pour une levée de fonds, il a confondu cette fois-ci Helmut Kohl et Angela Merkel. Toujours... pour ce même sommet. C'était Angela Merkel et en fait, il a parlé d'Helmut Kohl. Donc, évidemment, pour certains électeurs démocrates,
il y a quelques inquiétudes quand même sur l'état de santé l'état de santé mental de Joe Biden. Hélène Kuhn, c'est ça qui est le problème quand même. Joe Biden, on rappelle toujours son âge. Quand il bafouille, ça reste le problème du côté des démocrates. Mais je les renvoie dos à dos. On trouve aisément des vidéos où Donald Trump est incompréhensible quand il prend la parole. Ils n'ont que 3 ans et demi d'écart d'âge. Ce sont des personnes très âgées. Je crois que lui, il a confondu Nikki Haley, justement, et Nancy Pelosi. Oui, tout à fait. Donald Trump. C'est pour ça que je dis qu'ils s'en quittent sur ce point-là. Mais Joe Biden est frêle, donc il est perçu comme étant plus âgé. Ça paraît indécent de parler de l'âge, mais l'un comme l'autre, ils sont... Vous devriez faire comme en France, prendre des petits jeunes et tout irait bien. Là, effectivement, c'est pas tout à fait la séquence présidentielle. Mais du coup, la numéro 2, donc Kamala Harris d'un côté, ou peut-être Nikki Haley, elles ont peut-être une chance si donc incident se produisait pendant cette campagne. Un mot sur l'enjeu Taylor Swift. Il nous reste 5 minutes, mais quand on parlait de complot, justement, c'est tout de même intéressant de voir que Joe Biden aimerait avoir le soutien de la star. J'aimerais vous faire réagir, John Rick, parce que c'est tellement caractéristique de l'Amérique. On parle beaucoup d'argent, vous en parliez il y a un instant, des milliardaires, et puis des stars. Et Joe Biden qui cherche le soutien de cette chanteuse qui est extrêmement populaire auprès des républicains, même des MAGA, et du coup des supporters de Trump qui parlent de théorie du complot à propos de son compagnon, le joueur de baseball Travis Kelce. On en est là quand même aux États-Unis, hein. Ah oui, il y a des conspirations un peu partout, des gauchistes, des droitistes, des fascistes, Trump, il va devenir Hitler, etc. Mais tout cela cache la vérité de la politique américaine en ce moment. Et pratiquement, et j'espère que mes 2 collègues français sont d'accord, que Joe Biden, bien qu'il soit complètement dans le cirage, continue de diriger son parti en tant que chef de parti, alors que Trump il y a un désordre total. Il n'arrive même pas à vraiment communiquer avec le président de la Chambre des représentants. Ils viennent de faire un truc complètement débile, idiot, côté politique. Ils ont présenté un projet de loi qui savait être perdant, que ça allait perdre. Il n'avait pas suffisamment de voix. Et il l'a fait exprès, il a fait ça pour faire plaisir à Trump. Johnson, le président de la Chambre des députés. Alors, il y a un affrontement contre une organisation politique démocrate beaucoup plus efficace, beaucoup plus maligne que le Parti républicain en ce moment, qui est en dégradation presque totale. Alors, ça va quand même entraver le progrès de Trump dans les prochains mois. Merci, ça sera le mot de la fin. On n'a plus le temps. Merci beaucoup, John Rick MacArthur, d'avoir été avec nous. Mathieu Mabin, qui est avec nous en direct de Washington. Hélène Kuntz, merci. Bruno Darou, merci. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux, en podcast, et à demain.